Bienvenue à tout le monde, aux gens de Ripon, mais évidemment à tous les autres là, qui participent à cette présentation-là. Merci d'être présents. Juste vous informer, en fait, pour ceux qui ne me connaissaient pas, là, moi, je suis professeur à l'ISFOR, à l'UQO, depuis 6 ans, et je suis aussi professeur à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Je suis aussi le directeur de l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Et en fait, cette conférence-là lance notre colloque annuel de l'ISFOR qui va débuter officiellement demain matin. Et donc, on invite tous ceux qui veulent participer à s'inscrire. Allez sur le site de l'ISFOR, vous allez avoir de l'information. Mais ce soir, je voulais vous parler un peu d'un projet ISFOR Ripon pour vraiment améliorer la forêt urbaine de Ripon pour la rendre plus abondante, donc d'augmenter le nombre d'arbres, mais aussi surtout plus résiliente. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire un peu le plan de ma présentation. En fait, je vais commencer à vous donner un peu des informations sur l'arbre. Je suis quand même professeur et je dois quand même essayer de vous partager un peu d'informations. Donc, le premier point que je vais discuter, c'est vous présenter l'arbre comme un être complexe, sensoriel et adaptable. Après ça, je vais vous parler de l'arbre comme étant un organisme très généreux. Vous allez voir qu'on dépend énormément de l'arbre pour notre bien-être. Je vais vous faire un peu un survol de la présence de l'arbre sur Terre, un survol historique, mais aussi un survol spatial, vous dire un peu où on trouve les arbres, où sont les régions où il y a le plus de forêts et le plus de diversité. Un volet un peu plus noir, donc l'arbre menacé, vous parlez un peu là, des menaces qui pèsent sur l'arbre et sur la majorité des écosystèmes terrestres aussi. Et je vais finir en beauté en vous parlant des arbres de Ripon et vous parler de ce projet-là, ISFOR Ripon, qui vise à augmenter le couvert forestier de Ripon et surtout de le rendre plus résilient. Donc, l'arbre, un être complexe, sensoriel et adaptable. Bien, avant de commencer, j'aime souvent regarder comment les artistes perçoivent les arbres. Donc, vous avez ici différents types d'artistes avec différents types de perceptions qu'ils ont des arbres. Et moi, je vous dirais que j'ai une petite préférence pour Émilie Carr, une artiste de la Côte-Ouest. J'aime beaucoup ses peintures parce qu'elle représente souvent les arbres, comme vous voyez, comme un genre de forme très dynamique et presque des arbres qui bougent et se déplacent. Et j'avoue que ça me rejoint quand même assez bien. Avant de commencer, j'aimerais vous définir c'est quoi un arbre. Et pour faire ça, bien, je me suis référé à un des plus grands spécialistes des arbres, un Français, un chercheur, Francis Allais. Et dans ce magnifique bouquin, Plaidoyer pour l'arbre, il décrit l'arbre comme un grand végétal qui peut atteindre au moins 7 mètres de haut, sinon on parlerait plutôt d'arbuste, avec un tronc qui est ligneux, avec des racines, souvent des branches et ou des feuilles. Donc, vous voyez quand même une définition assez large. Mais lors d'une présentation qu'il avait faite à l'Université de Montréal, il avait défini un arbre d'une façon assez loufoque et particulière. C'est un végétal qui, lorsqu'il est mature, si vous foncez dedans avec un auto, bien, votre auto va arrêter de façon très brusque. Et ça définit un arbre par rapport à peu près toutes les autres plantes qu'on peut trouver sur Terre. Un autre aspect intéressant, là, de plus en plus en étudiant les arbres, on s'aperçoit que les arbres peuvent percevoir leur environnement, sont capables de percevoir leur environnement et qu'on peut, évidemment, on ne parle pas des mêmes sens que nous, mais avec des perceptions que vous allez voir, là, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples, mais qui permettent à l'arbre vraiment de comprendre ce qui se passe autour d'eux et d'essayer de trouver des façons de s'adapter pour mieux survivre parce que le grand défi, quand vous êtes un arbre, imaginez-vous, vous allez germer un endroit et vous allez devoir rester au même endroit pendant 100 ans, 200 ans, 1000 ans, jusqu'à 5000 ans. Donc, c'est très, très important de bien comprendre ce qui se passe autour de vous pour pouvoir survivre. Et en fait, jusqu'à maintenant, on a trouvé environ 700 types de senseurs olfactiques, thermiques, chimiques, photosensibles, gravitationnels, etc. Et c'est tous des senseurs qui permettent à l'arbre justement de mieux s'adapter et de mieux survivre et surtout de détecter ce qui se passe autour de lui. Je vous donne un exemple.
Une photo que j'ai prise dans ma forêt il y a quelques années. Si vous regardez, par exemple, un érable à sucre qui pousse en sous-bois, si vous le regardez du haut, hein, ici, c'est un érable à sucre d'à peu près 2 mètres de haut, et vous voyez que ses feuilles sont toutes placées de façon à éviter à peu près que les feuilles se superposent. Donc, il y a vraiment une façon de percevoir son environnement, de placer les feuilles afin de maximiser l'interception de la lumière. Et donc, la feuille est capable de faire ça sans avoir des yeux, je m'excuse, via un genre de pigment qu'on appelle le phytochrome, hein, qui est pas un organisme, mais un pigment qui permet de détecter lorsque la lumière est plus à l'ombre, ou en fait, quand il y a plus d'ombre ou il y a moins d'ombre. Et comment l'arbre fait ça? C'est en mesurant la quantité de lumière rouge ou de lumière rouge lointain à l'aide de ce phytochrome-là. Et ça lui permet à ce moment-là de détecter où placer sa feuille, par exemple, pour éviter d'être sous une autre feuille et d'avoir moins de lumière. Donc, c'est un genre on peut parler d'un genre de perception qui ressemble un peu à des yeux parce qu'ils peuvent percevoir quand même ce qui se passe autour de lui. Un autre exemple bien connu là, depuis plusieurs années, c'est le fait que les plantes et les arbres aussi peuvent détecter, par exemple, des substances chimiques qui sont émises par d'autres plantes, par d'autres arbres, souvent les mêmes espèces, et commencer, par exemple, à produire des substances de défense pour se défendre contre des insectes qui vont arriver, même s'ils ne sont pas déjà présents, qui vont arriver plus tard parce qu'ils vont avoir détecté dans l'atmosphère des substances chimiques et ça va leur permettre, par exemple, d'augmenter leur mécanisme de défense avant qu'il y ait une attaque d'insectes. Donc, on parle de senseurs chimiques ici et on peut faire l'analogie un peu avec notre nez, par exemple. Les arbres sont capables de percevoir des substances chimiques dans leur environnement. Bon, l'arbre, évidemment, est un être social, on le sait. Ils vivent habituellement en communauté, très rarement seuls, sauf que lorsqu'on les plante en ville, par exemple. Et on peut se poser la question, comment vivent les arbres en communauté? Ici, en fait, j'ai pensé à un genre de petit cartoon. En fait, ce n'est pas moi qui ai fait le dessin, mais si vous lisez ce cartoon-là, il y a une perception parmi plusieurs personnes que les arbres et les plantes habituellement collaborent, s'entraident, améliorent leur environnement, aident les plus démunis et que finalement, on aurait des leçons à apprendre des arbres. Et ça, c'est une pensée qui existe chez plusieurs personnes. Et si vous avez déjà vu ou lu ce livre-là de M. Wohlleben, La vie secrète des arbres, dans un article du Smithsonian, par exemple, il disait que lui, il compare un peuplement de hêtres à un troupeau d'éléphants où les arbres s'occupent des leurs, aident les malades et abandonnent avec tristesse leurs morts. Donc, une perception que je dirais très humaine hein, de comment les arbres collaborent ou interagissent entre eux. Je suis un collègue de UBC, un professeur à l'Université de Colombie-Britannique, qui a beaucoup étudié les mycorhizes et qui disait dans ce même article-là que les arbres mères veillent au bien-être de la forêt et de ses petits et qu'ils vont être capables de détecter des signaux de détresse et augmenter l'aide aux plus démunis. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une certaine perception des gens que les arbres en milieu naturel, entre eux, sont plutôt en harmonie et qu'il y a beaucoup d'entraide entre les arbres. Il y a une autre vision que j'appellerais un peu plus darwinienne. Par exemple, ici, un petit semis qui pousse à l'ombre d'un grand arbre peut dire à cet arbre-là, « Hé, le vieux, je bois du noir, quand vas-tu donc pourrir et me laisser tes éléments nutritifs? » Parce que le petit semis qui est à l'ombre d'un arbre, évidemment, il y a moins de lumière, il y a moins d'éléments nutritifs et il espère que l'arbre dominant va mourir, tandis que le vieil arbre, ben, va dire, mon petit Naro, tu n'es pas encore né, qui va me voler mon calcium? Parce que souvent, les feuillus en particulier sont déficients en calcium et les arbres plus matures vont essayer de le conserver. Donc ça, c'est une vision plus de compétition. Et juste vous dire que quand on étudie ça et qu'on regarde un peu ce qui se passe ou ce que les gens disent au niveau scientifique, on s'aperçoit que c'est vraiment une vision entre les deux. Et ici, j'ai fait un peu une liste de toutes les interactions qu'on peut trouver en forêt. Il y a de la compétition, il y a de la facilitation, il y a de la complémentarité,
Il y a de la symbiose. Une des plus belles symbioses, c'est vraiment entre les arbres et les champignons qu'on appelle les mycorhizes. Il y a du mutualisme, il y a du parasitisme, puis il y a même du neutralisme. Donc, c'est toutes ces interactions-là qui font que dans un milieu naturel, il y a des arbres qui vont dominer sur d'autres à un moment donné. Et selon le type d'environnement, le type de climat, il y a des espèces qui vont dominer par rapport à d'autres. Donc, si je passe à mon deuxième élément, l'arbre généreux, bien, vous savez, de tout temps, je dirais, l'arbre a joué un rôle très, très important dans l'évolution humaine. Au niveau des premières métallurgies, évidemment, ont utilisé le bois pour pouvoir développer les armements ou toutes les choses en métal. Maintenant, dans la construction, c'est très, très important. Plusieurs civilisations ont développé leur flotte de bateaux parce qu'ils avaient accès à des forêts avec des arbres très particuliers. Donc, l'arbre a toujours joué un rôle très important. Mais peut-être une chose qu'on oublie, c'est qu'au niveau terrestre, 75% des espèces terrestres vivent ou dépendent des arbres comme habitat. Donc, c'est vraiment un individu ou un organisme qui est très, très important dans le maintien de la biodiversité au niveau planétaire. Mais quand on pense aussi aux utilisations de l'arbre, évidemment, on pense au papier, on pense à peu près à tous les fruits et les noix qu'on peut manger viennent d'arbres, des huiles essentielles. Il y a un produit, par exemple, comme la vanilline qui goûte comme la vanille, mais qui vient d'une extraction de la lignine et qui coûte beaucoup moins cher. On peut faire des fibres rayonnes, viscoses pour des vêtements, de l'énergie, évidemment, les champignons produits de l'érable. On est dans le temps des sucres, des médicaments, etc. Donc, énormément d'utilisation. Mais maintenant, si on pense à nous qui vivons en ville, il y a tout je dirais, une recherche qui se développe sur ce qu'on appelle les services ou les bénéfices que les milieux naturels nous rendent. Et au niveau des arbres, par exemple, en ville, on sait que les arbres filtrent l'air, vont réguler le climat, vont purifier l'eau, vont réguler l'eau, contrôler l'érosion et qu'ils ont un effet très, très important sur la santé mentale, la santé physique. Beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, quand vous marchez dans un parc, votre tension artérielle va baisser. Et évidemment, les arbres augmentent le côté esthétique au niveau biodiversité et même la valeur des maisons. Donc, en ville, les arbres jouent un rôle très, très important. Donc, passons à l'arbre dans le monde. Peut-être un petit peu vous ramener un peu au début de l'arbre. L'arbre serait apparu sur Terre il y a environ 370 millions d'années. D'ailleurs, on aurait trouvé ici un des premiers ancêtres de l'arbre dans une mine de charbon près de New York. Donc, les premiers arbres auraient ressemblé à ça. Et en fait, si on regarde l'évolution, ben les arbres auraient évolué des algues, excusez-moi, qui seraient sorties de l'océan pour commencer à migrer sur le sol. Et ça leur a quand même pris une centaine de millions d'années avant que ces premières plantes terrestres-là évoluent et développent ce qu'on appelle une structure ligneuse qui lui a permis de pousser en hauteur. Donc, les premiers conifères, toute la famille des sapins, pruches, pins, le ginkgo, serait apparu il y a environ 365 millions d'années. Ça leur aurait pris environ 165 millions d'années avant d'avoir ce qu'on appelle les angiospermes, qui sont à peu près toutes les plantes à fleurs, dont les feuillus, les érables, les peupliers, les acajou. Donc, ça donne un peu une idée de l'évolution de l'arbre sur Terre. Actuellement, sur la Terre, il y aurait environ 4 milliards d'hectares de forêt et on aurait éliminé la moitié de ces forêts-là depuis l'expansion humaine, surtout parce qu'on a défriché pour l'agriculture, pour les villes, pour développer des chemins. Donc, on aurait perdu environ la moitié de la superficie des forêts dans le monde. Et en termes de forêts relativement intouchées, j'ai mentionné relativement parce qu'avec les changements climatiques et les espèces envahissantes, je dirais qu'à peu près toutes les forêts du monde sont touchées par l'influence humaine, mais il resterait environ 1,5 milliard, surtout dans le nord du Canada, dans le nord de la Russie et dans les grandes forêts équatoriales, il resterait quand même 1,5 milliard de forêts relativement non touchées.
si on regarde, par exemple, Ripon, où on se situe au niveau planétaire en termes de grands biomes, bien, on se situe vraiment, là, je dirais, entre le biome de la forêt feuillue tempérée et le biome de la forêt boréale. Ça expliquerait, par exemple, quand vous allez dans les forêts ici, que vous voyez un peu un mélange de conifères et de feuillus. Donc, on serait vraiment à l'interface de ces deux grands biomes-là. Et maintenant, si on se demande, ben, quels sont les pays qui ont la plus grande superficie de forêt? Et là, je parle en pourcentage et non pas en surface. Ce n'est pas évidemment le Canada parce que bien qu'il y ait beaucoup de forêts au Canada, une grande partie au nord qui est dénudée de forêt, donc qui diminue la proportion. Et peut-être que ça va vous surprendre, mais la Finlande serait l'un des pays qui aurait la plus grande proportion de forêt. Je pense que plus de 90% du pays est couvert de forêt. Et encore plus surprenant, le Japon, parce que c'est un pays qui est très accidenté et dans les montagnes, toutes les montagnes du Japon sont vraiment recouvertes de forêt. C'est quand même un pays qui a un très haut pourcentage de forêt. Et ici, vous voyez une magnifique forêt de bambou au Japon. En termes de nombre d'espèces, encore une fois, malheureusement, au Québec et au Canada, ce n'est pas le pays où il y a le plus d'espèces. Pour vous donner une idée, on aurait recensé environ 60 000 espèces d'arbres dans le monde. Donc, la diversité des espèces d'arbres dans le monde est très, très élevée. Et comme vous le savez probablement, c'est dans les milieux tropicaux où on a le plus grand nombre d'espèces. J'ai eu la chance de séjourner au Panama, petit pays là, en Amérique centrale qui est tout petit, mais au dernier des comptes, on avait recensé environ 3 000 espèces d'arbres dans ce petit pays-là à cause du fait qu'on est dans une région qui n'a pas subi de glaciation et donc qui a permis évidemment aux espèces d'évoluer. Et on retrouve quand même une très grande diversité d'espèces d'arbres. En fait, on pourrait retrouver, par exemple, dans 1 hectare, facilement une cinquantaine à une centaine d'espèces d'arbres dans ces régions. Et un article récent s'est amusé à estimer le nombre d'arbres qu'on pourrait trouver sur Terre. Et là, on parle d'un arbre lorsque c'est un individu qui a plus de 10 cm de diamètre. Donc, selon ce décompte-là, on serait à 3 trillions d'arbres ou encore 3 millions d'arbres. Pour peut-être les mathématiciens, 3 fois 10 à la 12. Et en fait, quand on divise ce nombre-là par les 8 milliards d'habitants sur la Terre, donc il y aurait environ 375 arbres par habitant. Bon, peut-être terminer là-dessus. Peut-être que vous l'avez réalisé, là, mais vraiment, les arbres, c'est vraiment le végétal qui a dominé ou qui domine le milieu terrestre sur la Terre. Et selon plusieurs, il y a plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est qu'en développant une structure ligneuse qui lui a permis de pousser en hauteur, bien, il a été capable d'aller chercher la lumière et de s'approprier cette ressource-là qui est évidemment importante pour la photosynthèse. Et donc, à ce moment-là, de vraiment dominer toutes les autres plantes dans plusieurs régions de la planète. Les arbres aussi, parce qu'ils pouvaient pousser en hauteur, ont pu se disperser très loin. Cette capacité de se disperser très loin leur permet à ce moment-là de pouvoir coloniser des nouveaux sites lorsqu'il y a eu des perturbations, par exemple. Et il a formé des alliances. Hein, j'en ai parlé tantôt, des symbioses de toutes sortes qui lui a permis de pousser même dans des sites relativement pauvres. Par exemple, on pense que dans nos régions, surtout les régions de la forêt boréale, si les arbres n'avaient pas pu développer des alliances avec les champignons pour forer des mycorhizes, bien, on aurait beaucoup moins d'espèces d'arbres et probablement très peu d'individus parce que les sols sont très pauvres. Bon, c'est un organisme qui est très plastique, qui s'adapte à toutes sortes de conditions et il est aussi très modulaire. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que si, par exemple, une branche est endommagée ou une racine est endommagée, on peut s'en débarrasser et l'arbre va se restructurer, continuer à se développer. Il peut entrer en dormance. Hein, quand vous vivez dans un pays très froid comme nous ici, l'hiver, il va entrer en dormance. Si vous êtes dans des régions plus secs, il va souvent perdre ses feuilles pour entrer en dormance. Et ça, c'est très important. Et comme je l'ai mentionné, les arbres et les plantes ont développé beaucoup de senseurs qui leur permettent de percevoir leur voisinage
et donc de s'acclimater et de trouver une façon de survivre à peu près à toutes les conditions qui existent. Donc, j'aime beaucoup cet arbre-là ici à Ripon. Donc, quand on regarde les arbres, souvent, c'est ce qu'on voit. Hein? On voit la partie aérienne, on voit les branches, mais ici, c'est une affiche qui va apparaître. Là, je vous donne l'information, mais c'est une affiche qui va apparaître dans la future exhibition sur l'arbre qui sont en train de développer à la Maison de l'Arbre du Jardin botanique. Et en fait, cette image-là présente vraiment c'est quoi un arbre. C'est évidemment la partie de la cime, feuillage, le tronc, les racines. Mais ce qu'on ne voit pas ici, évidemment, c'est tous les liens avec beaucoup de champignons, de mycorhizes et aussi au niveau aérien, tous les échanges d'informations en termes de composés organiques volatiles qui permettent à cet organisme-là d'échanger de l'information, de mieux s'adapter, de modifier son allocation, etc., puis d'essayer de survivre à des conditions qui sont souvent très, très difficiles. Bon, l'arbre menacé, comme vous le savez, évidemment, avec les changements climatiques qui s'accélèrent, bien, les arbres sont soumis à des chaleurs de plus en plus importantes, à des périodes de sécheresse, à des vents violents, à des inondations. Et tout ça font qu'il y a plusieurs espèces dans certaines régions qui vont peut-être avoir de la misère à s'adapter et à survivre. Il y a évidemment les activités humaines, surtout en milieu urbain. Là, à chaque fois qu'il y a une construction, un développement urbain, je dirais le déneigement ou même le seul fait d'attacher un vélo sur un arbre, souvent on va cogner notre vélo sur l'écorce d'un arbre et ça va créer une micro-blessure. Et à force de répéter ça, ça va causer quand même des dommages assez importants. Et évidemment, il y a tous les insectes et maladies. Vous avez entendu parler de la grille du frêne, qui est un petit insecte qui vient d'Asie, qui est en train d'éliminer tous les frênes de nos villes. Mais si on regarde un peu ce qui s'est passé là, dans l'histoire très rapide des grandes maladies ou des grands insectes qui ont eu des effets importants au niveau nord-américain, il faut retourner il y a environ 120 ans, là, le fameux châtaignier, qui était une espèce très, très abondante du côté est des États-Unis, dans la chaîne des Appalaches. C'était un arbre qui était présent par milliards d'individus. Et à cause d'un petit champignon venant d'Asie, cet arbre-là est presque complètement disparu. Donc, ça, c'était probablement un des premiers grands événements. Maintenant, par exemple, la pruche, ça, c'est un arbre, par exemple, que j'ai beaucoup dans ma forêt. Bien, on parle de plus en plus d'une mort annoncée de la pruche à cause d'un petit puceron qu'on appelle l'anigère, qui est présent aux États-Unis, qui est en train de migrer, qui serait rendu dans le sud de l'Ontario et qui va arriver au Québec probablement dans les 20-30 prochaines années et qui va fortement endommager nos forêts de pruche. Les frênes, j'en ai déjà parlé. Ils ont attaqué fortement les frênes des villes, mais maintenant, tous les frênes en milieu naturel vont y passer probablement. Le hêtre aussi, hein, la lente disparition du hêtre à cause de la maladie corticale du hêtre, une maladie là, qui aurait commencé dans les provinces maritimes du Canada et qui aurait migré très lentement, mais qui est maintenant bien installée un peu partout au Québec et même en Outaouais. Voilà ce que ça donne. Le noyer cendré, magnifique espèce. Avec le chancre du noyer, c'est de plus en plus difficile de trouver des noyers qui sont en santé, tellement que je pense qu'au Québec, on parle d'une espèce qui est menacée à cause de cette maladie-là. Ça, c'est tous des insectes, des maladies exotiques qui nous viennent soit d'Europe et d'Asie, puisque c'est des régions qui ont des climats et des genres et des familles d'arbres qui sont très semblables à nous. Et là, je vous montre un magnifique petit insecte, le longicône asiatique, qui est présent aux États-Unis, qui était présent en Ontario. Il semblerait qu'on l'aurait contrôlé jusqu'à maintenant. Un insecte qu'on contrôle, mais qui risque à tout moment d'exploser. Et juste vous donner une image un peu choquante, là, mais c'est une ville au Connecticut avant le passage de cet insecte-là et après. Et là, ça, c'était des érables qui étaient présents dans cette rue-là. Et tous les érables ont dû y passer. Donc, c'est une espèce qui serait... En fait, c'est une espèce qui s'attaquerait de façon particulière à l'érable. Et tout ça, évidemment, est relié au fait
de l'augmentation de nos échanges commerciaux. Vous savez, on est situé, comme je l'ai mentionné au début, ici à Ripon ou dans le sud du Québec, entre la forêt tempérée et la forêt boréale, qu'on partage avec une bonne partie de l'Europe et une bonne partie de l'Asie. Et en fait, les échanges commerciaux qu'on fait, c'est beaucoup avec ces pays-là et évidemment avec les États-Unis, hein, dans l'Est des États-Unis. Et d'ailleurs, vous avez ici un article assez récent qui faisait un peu l'inventaire des insectes et des pathogènes qui sont présents aux États-Unis et qui risquent d'avoir des impacts chez nos espèces d'arbres aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et en regardant cet article-là, j'ai vu qu'il y avait environ 25 insectes, maladies exotiques qui risquent dans les prochaines années d'affecter environ une trentaine de nos espèces d'arbres. Et ça, c'est environ la moitié des espèces d'arbres qu'on trouve de façon naturelle au Québec. Donc, on peut penser qu'il y a environ la moitié de nos espèces d'arbres au Québec qui sont menacées par ces insectes et maladies exotiques. Donc, j'arrive au sujet qui nous intéresse peut-être le plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans nos villes en particulier pour essayer d'avoir des arbres qui vont se maintenir ou qui vont continuer à fournir les services qu'on a besoin. Donc, comment diminuer les risques pour nos arbres de rue, de maisons et de parcs. Et en fait, l'idée est une idée assez simple. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de diversifier le plus possible les espèces d'arbres qu'on plante dans nos villes en fonction des menaces qu'on connaît, qu'on appréhende, mais aussi en fonction de menaces qui sont encore inconnues parce que je vous dirais que dans les 20 à 30 prochaines années, on ne sait pas exactement comment le climat va changer et surtout, on ne sait pas quel nouvel insecte ou quelle nouvelle maladie va nous arriver et affecter une nouvelle espèce qu'on pensait qui peut être résistante jusqu'à maintenant. Donc, l'idée dont je vais vous parler aujourd'hui, en termes de maximiser la résilience des arbres d'une ville comme Ripon, c'est d'augmenter la diversité que j'appelle fonctionnelle. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais aussi la diversité en genre et en famille pour s'assurer, par exemple, que si un insecte, une maladie s'attaque à un genre ou à une famille en particulier, on va minimiser la perte de nos arbres. Et ce concept-là, il y a un nom en écologie, en évolution, on appelle ça le concept de portfolio, qui est relié à vraiment ce qu'on fait au niveau des finances et à une expression qui dit qu'il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier parce que si le panier tombe, tous nos œufs vont casser. Donc, c'est mieux de le disperser dans différents types de paniers. Mais je vous dirais, et vous allez comprendre, si vous avez des investissements, par exemple, pour votre retraite, je suis pas mal certain qu'on vous a dit qu'il fallait diversifier vos investissements pour essayer de les mettre dans des secteurs économiques qui sont très, très différents les uns des autres pour vous assurer que peu importe s'il y a un secteur économique qui va mal, il y a un autre secteur économique qui va aller mieux et à la fin, vous allez avoir des revenus relativement stables. Et donc, dans notre stratégie de plantation d'arbres en ville, on devrait faire un peu la même chose. Donc, diversifier de façon intelligente les espèces d'arbres, justement pour réduire les risques qui sont connus, mais même des risques qui sont inconnus, pas encore connus. Donc, une approche qui s'inspire d'une règle, une vieille règle qu'on appelle de Saint-Amour, qui dit qu'on ne devrait jamais avoir dans une rue ou dans une ville plus de 10 d'une même espèce, 20 d'un même genre ou 30 d'une même famille, avec l'idée de justement minimiser les risques de maladies et d'insectes qui affecteraient, par exemple, une espèce, un genre ou une famille. Mais je vais ajouter une approche de diversité fonctionnelle et je vais vous expliquer un peu cette nouvelle approche-là qui permet aussi à ce moment-là je dirais, de se prévenir contre des risques qui sont même encore inconnus. Et tout ça basé sur un regroupement qu'on appelle de groupes fonctionnels. On peut prendre, par exemple, tous les arbres de ripon, les espèces de ripon, et les diviser en groupes d'espèces qui se ressemblent pour faciliter sa gestion. Je vais vous expliquer un peu l'approche dans les prochaines diapos. Donc, quand on parle de diversité fonctionnelle, ce qu'on veut dire, c'est qu'on regarde les espèces et on regarde comment les espèces agissent dans l'écosystème et comment ils répondent aux perturbations en utilisant des choses qu'on peut mesurer facilement sur les arbres, ce qu'on appelle des traits fonctionnels. Par exemple, plusieurs propriétés au niveau des feuilles, le type de dispersion, la profondeur d'enracinement,
le type de mycorhize. Les arbres ont différents types de mycorhize, la densité du bois. On sait par exemple que les arbres qui sont plus denses ont tendance à être plus résistants à la sécheresse, l'épaisseur de l'écorce, capacité de rejeter. Je m'excuse. Et ici, c'est seulement quelques traits fonctionnels, mais l'idée, ce serait d'avoir dans une ville des arbres qui ont une très haute diversité de traits fonctionnels. À ce moment-là, on pourrait s'assurer que peu importe le type de perturbation qu'on va avoir, il y a des espèces qui vont être affectées, d'autres ne le seront pas, et à ce moment-là, on va perdre seulement un faible pourcentage de nos espèces d'arbres. Et pour faciliter cette gestion-là, mon collègue Alain Paquette et moi, on a travaillé sur ce qu'on appelle des groupes fonctionnels. Vous avez ici une caractérisation des 200 espèces d'arbres qu'on a trouvées dans la ville de Montréal. On a fait des analyses au niveau d'à peu près une dizaine de traits fonctionnels et on a regroupé ces 200 espèces d'arbres-là en 5 grands groupes fonctionnels de 1 à 5. Et après ça, on les a subdivisés avec 5 autres sous-groupes pour arriver avec une division soit de 5 grands groupes ou de 10 sous-groupes fonctionnels, en se disant que quand on planifie la plantation d'arbres dans nos villes, au niveau de chaque rue, au niveau de chaque parc ou au niveau de chaque, je dirais, voisinage, on devrait essayer de planter des espèces de tous ces groupes fonctionnels-là. Et ce faisant, on va minimiser les risques de tous les perdre si, par exemple, il y avait une sécheresse ou une maladie ou une inondation, on aurait des espèces qui seraient plus sensibles à ça, mais d'autres espèces qui le seraient moins. À ce moment-là, on aurait un genre de garantie qu'on ne perdrait pas une grande proportion de nos espèces d'arbres. Donc, tout ça arrive à la dernier volet de ma présentation, les arbres de Ripon et le projet ISFOR Ripon. Vous avez ici une photo du centre-ville de Ripon, hein, vous vous reconnaissez. Donc, vous avez la rue principale ici, l'ISFOR ici, la coopérative de solidarité. Donc, vous voyez un peu quelle est la situation actuelle des arbres à Ripon. Et je me suis quand même amusé parce qu'on avait publié un article récemment qui faisait l'inventaire des grandes villes dans le monde au niveau de différents critères, dont un, le nombre d'espèces qu'on trouve dans ces villes-là et, par exemple, la proportion de l'espèce la plus abondante et la proportion des 5 espèces les plus abondantes. Et vous donner un exemple, à Medellín, en milieu tropical, vous avez, par exemple, dans cette ville-là, 446 espèces d'arbres. Donc, c'est une des villes probablement au monde qui a la plus grande diversité d'espèces d'arbres. Si on compare à l'opposé, une des villes qui en a le moins, les grandes villes, Edmonton, par exemple, dans un milieu quand même beaucoup plus nordique, avec beaucoup plus de contraintes, quand même 97 espèces d'arbres. Et ici, en vert, ici, je ne l'ai pas mentionné, là, mais à Medellín, en Colombie, l'espèce la plus abondante faisait seulement 8 du couvert forestier. Les 5 espèces les plus abondantes, 25 tandis qu'à Edmonton, l'espèce la plus abondante fait 25 et les 5 espèces les plus abondantes, 67 Si on regarde Montréal, Montréal, c'est 235 espèces d'arbres, donc quand même une diversité assez intéressante, dont 17 de la même espèce, une espèce de frêne, et environ, on ne le voit pas ici, là, mais environ 55 des 5 espèces les plus abondantes. Et je me suis amusé à regarder Ripon, hein, la ville la plus importante. Mais à Ripon, on a inventorié 46 espèces d'arbres. Quand même, c'est à peu près la moitié de ce qu'on trouve dans une ville comme Edmonton. Ce n'est pas mauvais. 16 de l'espèce la plus importante. Et j'aimerais, si je pouvais avoir un feedback de votre part, vous demander quelle est l'espèce la plus représentée à Ripon. Et j'avoue que ça m'a surpris. Je vais prendre de l'eau et vous laisser penser à ça, mais en fait, c'est l'érable à sucre. Donc, l'érable à sucre serait l'espèce la plus abondante. Et quand on fait l'inventaire des 5 espèces les plus abondantes, on arrive à 54 des arbres présents à Ripon, là, dans le centre-ville, sont de 5 espèces. Donc, il y a quand même, je pense, une façon de diversifier ça pour être moins vulnérable. Par exemple, s'il y avait un insecte, une maladie ou un changement climatique,
qui affecte une ou deux espèces, on pourrait perdre une grande proportion des arbres de ripon. Tout ça a commencé en 2019 lorsque j'ai contacté la mairie de Ripon pour voir s'ils seraient intéressés à ce qu'on fasse une étude de la diversité des arbres à Ripon et de faire un inventaire des arbres de Ripon. Donc, on a fait ça en collaboration avec une compagnie EcoTour, compagnie que j'ai cofondée avec deux collègues. Et l'idée, c'était d'utiliser Ripon vraiment comme un test pour commencer à évaluer un nouveau modèle qu'on était en train de développer, un outil qu'on appelle SilverCity, qu'on a développé en partenariat entre l'UQAM et EcoTour, qui permet d'évaluer quand on a l'inventaire des arbres, c'est quoi la diversité des genres, des espèces, la diversité fonctionnelle, et aussi de prendre plein de décisions en fonction de plein de critères. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais Ripon a été, je dirais, notre ville test pour développer cet outil-là. Et qu'est-ce qu'on a trouvé à Ripon? Bien, on a inventorié 1111 arbres dans le centre-ville de Ripon. Donc, 44 sont issus d'un même groupe fonctionnel. Vous vous souvenez, il y a 5 grands groupes fonctionnels. Donc, il y a un groupe fonctionnel qui regroupe 44 des arbres de Ripon. Donc, je dirais là, comme ça que c'est peut-être, on pourrait peut-être rebalancer ça pour avoir environ 25 par groupe fonctionnel. Et le tiers des espèces viennent de 3 espèces. Et il y a 24 des arbres qui seraient en fin de vie, donc des arbres qui risquent de mourir dans les 15-20 prochaines années et on devrait commencer à penser de les remplacer. On a fait aussi des calculs sur les services que ces arbres-là fournissent, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Au niveau de la diversité fonctionnelle, bonne nouvelle, la forêt de Ripon est quand même assez diversifiée, plus que la ville de Québec, plus que la ville de Montréal. Donc, on est quand même dans ce qu'on appelle l'intermédiaire élevé, pas en termes de nombre d'espèces, mais en termes de répartition au niveau des grands groupes fonctionnels. Une chose un peu moins drôle, par exemple, un peu moins positive, c'est le fait qu'on a fait un calcul du pourcentage de la ville ou du centre-ville qui est couvert par des arbres, et Ripon se situe à 13 si on compare à Gatineau, qui est 16 Montréal, 20 et Québec, 32 Donc, on a quand même de la place à s'améliorer vraiment pour une ville en milieu rural. Je pense qu'on devrait faire un effort d'avoir un plus grand pourcentage d'arbres dans notre ville. Si on regarde maintenant les genres, pas seulement les espèces, mais les genres, je vous ai dit, l'érable à sucre est bien représenté. Le cèdre, évidemment, beaucoup de haies de cèdre. Le cerisier est important. L'épinette, les mélèzes. Et pour les gens là, qui connaissaient vos espèces, on se rend compte en regardant ces espèces-là qu'une bonne proportion des espèces d'arbres qu'on trouve à Ripon, c'est des espèces indigènes, comme on trouve dans nos forêts, sauf évidemment le cèdre, qui est peut-être plus abondant, les pommiers, évidemment, le lilas aussi, mais le pin, le mélèze, les épinettes, les érables. Donc, c'est toutes des espèces qu'on trouve dans nos forêts. Maintenant, on a aussi regardé la proportion des espèces d'arbres qui avaient ce qu'on appelle des menaces biotiques, c'est-à-dire des maladies ou des insectes qui risquent de venir affecter ces espèces-là dans les 30 prochaines années. Et on a divisé ces espèces-là en nombre de, par exemple, ici, 30 des espèces d'arbres à Ripon ont plus de 5 menaces biotiques possibles. Donc, c'est des espèces qui risquent d'être affectées par une ou plusieurs problèmes d'insectes ou de maladies, et 10 où on n'en a aucun, et 20 juste une menace. Évidemment, plus le nombre de menaces est élevé, ça veut dire plus ces espèces-là sont potentiellement à risque dans le futur. On a aussi regardé l'état de santé global des arbres en regardant s'il y avait des blessures, des champignons, etc. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. 51 ont une santé moyenne, 35 bonne. 8 des arbres sont dépérissants, donc il faudrait remplacer là, assez rapidement. Et 6 moyenne dépérissante, ça veut dire que des arbres qu'on doit surveiller et qui devraient être remplacés dans les prochaines années. Au niveau des groupes fonctionnels, je vous l'ai mentionné, quand on regardait là, les différents groupes fonctionnels, soit les 5 grandes catégories ou les 5 autres sous-catégories, bien voilà ce que ça donne. 27 dans le groupe 1A, 17 dans le groupe
A. Donc ça ne vous dit rien, mais ça veut dire qu'il y a quand même des groupes fonctionnels qui dominent. Il y a des groupes fonctionnels qui sont peu abondants. Et lors d'un effort de plantation, on devrait essayer d'augmenter ces groupes fonctionnels-là moins importants pour augmenter la diversité fonctionnelle de ripon. On a aussi fait ce genre de cartographie-là. Et juste vous donner, par exemple, qu'on a pour chacune des rues, si on prend la rue principale, on a recensé 354 espèces d'arbres. On trouve des espèces des 5 groupes fonctionnels et une diversité fonctionnelle quand même assez élevée par rapport à, par exemple, prenons la rue Landry avec une diversité fonctionnelle beaucoup plus faible. Évidemment, il y a seulement 4 espèces d'arbres ou seulement 4 arbres et un nombre de groupes fonctionnels peu élevé. Donc ça nous permet de regarder pas seulement globalement au niveau de ripon, quelle est la diversité fonctionnelle, mais aussi rue par rue, ou je dirais, je ne sais pas si on peut parler des quartiers de ripon, mais des sections de ripon, pour s'assurer que quand on va planter des arbres et augmenter la diversité fonctionnelle de ripon, on va l'augmenter partout pour s'assurer qu'il n'y a pas une région, par exemple, qui peut être affectée par une maladie ou une sécheresse et perdre une forte proportion de ses arbres. Excusez-moi. Et ici, on a pris, par exemple, chaque section de rue avec des couleurs différentes. Donc, quand on est dans le rouge, c'est des rues qui avaient une faible diversité fonctionnelle. Et quand on est dans le vert plus foncé, c'est des rues ou des sections de rue où il y avait une diversité fonctionnelle plus élevée. Et donc, en termes de priorisation de plantation, on devrait essayer d'aller planter dans des régions, dans des rues où la diversité fonctionnelle est la plus faible pour augmenter cette diversité-là, justement pour minimiser les risques que si une maladie, un insecte ou un événement climatique important se produit, on va perdre une bonne proportion des espèces d'arbres et aussi une bonne proportion des services que ces arbres-là fournissent à la société. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation et vous parler un peu là, du projet qui s'en vient, un projet en partenariat entre l'ISFAR et RIPON. Voici les objectifs du projet pour les 5 prochaines années. Donc, on vise à planter au moins 650 arbres sur 5 ans, donc environ 130 arbres par année. On va vraiment se concentrer sur des espèces qui sont peu présentes en regardant vraiment les groupes fonctionnels pour essayer d'augmenter le plus possible la diversité fonctionnelle qui est gage d'une meilleure résilience face aux changements globaux et aux inconnus qui risquent d'affecter nos espèces. On vise aussi, évidemment, à partager l'information et les connaissances auprès des citoyens en faisant des conférences grand public comme ce soir. On va mettre des panneaux d'interprétation, puis on va aussi produire des documents et des articles de vulgarisation avec l'idée vraiment d'informer les gens de Ripon et aussi de les impliquer dans cet effort d'augmenter la canopée de Ripon et surtout la résilience de cette canopée-là pour s'assurer qu'on va pouvoir bénéficier là, des bienfaits des arbres dans les prochaines années. Donc, l'ISFAR s'est engagé dans les 5 prochaines années d'impliquer le coordonnateur de l'ISFAR, Benoît, que vous avez entendu au début de la présentation, d'impliquer aussi au moins un étudiant à chaque année de l'ISFAR via une bourse qu'on va donner à un étudiant qui va aider le coordonnateur à s'assurer de planter les bonnes espèces au bon endroit et d'aider la municipalité dans cet effort de reboisement-là. Et de planifier l'achat des arbres, l'entretien des arbres, évidemment, avec les gens de la ville et les citoyens. Planifier la logistique de plantation, communiquer auprès des citoyens, comme j'ai mentionné auparavant. Donc, pour vous donner une idée de ce que ça va donner, cet effort-là, de planter au moins 650 arbres, en fait, j'avais demandé à Benoît de me donner cette photo-là de quelle est la situation actuelle du centre-ville de Ripon. Aujourd'hui, 13% de canopée. Vous voyez un peu la distribution des arbres. Et on s'est amusé, on évidemment exclut la personne qui parle, à voir qu'est-ce que ça donnerait si on plante 650, ou après 5 ans, une fois qu'on a planté 650 arbres et que ces arbres-là sont devenus matures, disons, dans les 20-30 prochaines années. Voici ce que ça donne. Donc, vous voyez, on a
réparti 650 arbres. On leur a donné des dimensions quand même importantes, comme on devrait avoir dans à peu près 20 à 30 ans. Juste pour s'assurer que vous voyez bien la différence, c'est aujourd'hui et après 5 ans, évidemment, on ne va pas avoir cet effet-là, mais le fait d'avoir planté des arbres, dans 20 à 30 ans, on devrait avoir cette augmentation-là. Je pense, si je vous demande, est-ce que vous préférez un centre-ville de Ripon avec ce genre de répartition d'arbres-là ou cette répartition-là? Je pense que tout le monde va évidemment vouloir avoir une répartition plus importante. Et c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé là, dans les 5 prochaines années, d'implanter ces arbres-là. Et évidemment, après, on espère continuer, mais on a quand même un objectif bien précis dans les 5 prochaines années. Donc, merci beaucoup. Et voici un petit dessin d'un centre-ville. Évidemment, j'ai voulu ajouter l'ISFAR ici. Et avant de prendre les questions, juste vous dire qu'on va être très intéressé à recevoir de tous les citoyens de Ripon, ceux qui veulent planter des arbres sur leur terrain, de nous contacter. Vous pouvez aller sur le site de l'ISFAR. Vous allez avoir un formulaire que vous pouvez remplir. Contactez Benoît. Et dans les prochaines années, on va travailler avec vous pour essayer de planter une grande diversité d'espèces d'arbres et d'augmenter la couverture arborée de Ripon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian, pour ta belle présentation. On va ouvrir la période de questions. Je vous invite à lever la main en utilisant là, le petit icône réaction dans le bas à droite. S'il y en a, vous pouvez également mettre votre question là, dans le chat. Puis je vais pouvoir la poser, moi, à Christian. Je vais garder la diapo de Ripon dans 20 à 30 ans. Ah, c'est beau, ça. C'est pas beau? Et donc, vite comme ça, je ne vois pas de questions à première vue. Christian l'a mentionné, pour ceux qui veulent un formulaire, on a mis sur la page, sur le site de l'ISFAR, une page qui présente un peu plus en détail le projet. Puis il y a un formulaire là, pour les propriétaires de Ripon qui sont intéressés. Là, vous pouvez soit le télécharger sur cette page-là. La municipalité a un endroit aussi sur le site de la municipalité qui amène vers le site web. Mais on en a aussi mis devant l'ISFAR à l'extérieur en version papier. Benoît, je vois des questions sur le chat. Oui, ben, je vais donner, il y a Guillaume qui a levé sa main. Je vais donner la parole à Guillaume en premier. Okay. Après ça, on va aller dans le chat. Parfait. Salut, Christian, tu m'entends bien? Salut, Guillaume. Salut, ça va? Je dois répondre à un de tes courriels. Je le sais, je m'excuse. Non, c'est pas grave. Ça s'en vient. Là, j'avais une question sur le projet. Oui. C'est un peu pratico-pratique, là, mais je ne sais pas comment la population de Ripon répond bien, mais est-ce que ça pourrait être une possibilité qu'il y ait beaucoup de syndromes pas dans ma cour, puis qu'ils aiment les arbres chez les voisins, mais pas chez eux, pas devant leur maison, genre? Oui, en fait, c'est possible. Il y a sûrement des gens qui ne veulent pas avoir d'arbres dans leur cour pour toutes sortes de raisons, mais ça fait partie un peu de notre stratégie d'éduquer les gens puis de leur expliquer les bienfaits des arbres et le fait qu'on peut choisir un arbre peut-être qui répond plus à leurs besoins si, pour toutes sortes de raisons, ils ne veulent pas un arbre qui produit peut-être des fruits qui sont plus grands ou très grands ou des feuillus, par exemple, qui vont perdre énormément de feuilles. Ça peut être des conifères. En tout cas, il y a plusieurs options qu'on va envisager. Mais il y a quand même beaucoup d'espace public à Ripon là, pour planter des arbres. Donc, on va aller dans dans les deux sphères, privée, publique, en fonction des besoins. Mais je crois qu'il va y avoir une demande quand même assez importante pour pouvoir facilement remplir comment je dirais ça, nos objectifs d'augmenter la canopée de 650 espèces d'arbres. Pas d'espèces, 650 arbres dans les 5 prochaines années. Puis avez-vous une problématique de quartier industriel ou d'îlots de chaleur plus importants où est-ce qu'il faudrait concentrer les efforts? Bien, oui, il y a quelques industries autour de Ripon. D'ailleurs, il y avait une question là, que je vais en profiter. Est-ce que notre effort va se limiter au centre-ville de Ripon? Non. C'est sûr que l'étude qu'on a faite, c'est limité au centre-ville, mais s'il y a des gens qui veulent qu'on plante
un peu à l'extérieur de Ripon, ça va être possible. Dans les quartiers industriels, je ne sais pas si on peut parler de quartiers industriels, mais il y a quand même certains manufactures autour de Ripon où il y a très peu d'arbres et je pense qu'on pourrait augmenter de façon assez importante la canopée dans ces coins-là. Juste peut-être une petite addition à la réponse de Christian. C'est sûr que dans les premières années, le gros des efforts va se faire dans le village en premier. Mais ce qu'on est en train de développer, là, le projet vraiment en démarrage, c'est aussi une façon d'accompagner les propriétaires qui ne sont pas nécessairement dans le village puis qui ont un intérêt à planter des arbres en leur fournissant de la documentation, en leur donnant une idée de comment développer une stratégie pour augmenter la diversité des espèces qui se retrouvent sur leur terrain également. Mais dans les premières années, on veut se concentrer là, dans le village, les endroits qui ont le plus de besoins, parce que souvent, les gens qui sont plus en milieu rural, en dehors du village, ils ont quand même une plus grande proportion d'arbres aussi, là, quand même, sur leur terrain là, la plupart du temps. Pas nécessairement, mais en tout cas, tu as raison. C'est sûr qu'il y a une priorité au centre-ville, mais on est ouvert, comme tu disais, à aller planter aussi ailleurs. Et ouais, en fait, je regardais, Benoît, si tu me permets, des questions. Est-ce que tout le monde pourrait planter des espèces, même dans les rangs? Ça, je pense qu'on en a parlé. Comment allez-vous choisir les arbres à planter? Ça, c'est très, très important. Et c'est au cœur même de l'approche. Quand on a un inventaire des arbres, comme on a fait au centre-ville, on sait, par exemple, où sont les arbres, quelles sont les espèces, quelle est la diversité de ces espèces-là. Donc, on fait une analyse de vulnérabilité des espèces qui sont déjà présentes en fonction des changements climatiques, en fonction des menaces. On regarde c'est quoi la diversité fonctionnelle et à ce moment-là, on va prioriser la plantation d'arbres qui va venir augmenter la diversité fonctionnelle au niveau de chaque rue ou section de rue. Donc, ça va être ça l'approche. On ne va pas planter n'importe quelle espèce. C'est sûr que si vous avez, par exemple, une section de rue qui est composée surtout d'érables à sucre, on ne va pas aller planter des érables. On ne va même pas planter des espèces qui sont dans le même groupe fonctionnel que l'érable à sucre. On va essayer de planter des espèces qui sont dans d'autres groupes fonctionnels à ce moment-là pour réduire les risques si un insecte, une maladie, encore une fois, une sécheresse sévit, bien, on va perdre une grande proportion d'arbres. Donc, ça, c'est notre stratégie là, de plantation d'arbres. Puis, juste une autre petite précision, c'est sûr qu'on veut aussi, c'est surtout sur les terrains privés, on ne va pas imposer nécessairement un choix d'espèces aux propriétaires. On va arriver avec une liste de suggestions, puis on va faire un choix en collaboration avec les propriétaires selon ce qu'ils recherchent aussi avec leurs arbres. Donc, Parce que quand on parle d'un groupe fonctionnel, c'est plusieurs espèces et on va pouvoir choisir facilement entre 20 30 espèces selon le groupe fonctionnel. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de possibilités là, pour un particulier de choisir une espèce peut-être qui l'intéresse plus qu'une autre, mais en gardant cette approche-là de diversification au niveau fonctionnel. Je vais prendre la question de Bruno Chiquan. Oui, bonsoir, merci. Merci Benoît. Merci Christian pour la présentation. Moi, ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, je m'intéresse aussi à la plantation d'arbres. Je salue l'initiative avec la ville de Ripon. Je trouve ça le fun que la municipalité, bon, il n'y a pas de calibre de ville pour accroître l'indice de canopée. C'est aussi important pour tout le monde. Moi, je suis à Gatineau, puis là, enfin bref, j'essaie d'amener les gens à accroître l'indice, du moins travailler de sorte à accroître l'indice de canopée. À Gatineau comme ailleurs, sur les terrains publics, souvent les arbres sont blessés par l'utilisation du taille-bordure. Ouais. Est-ce que dans vos démarches, dans tes réflexions, de quelle façon à ton avis, on peut aborder cette problématique-là pour limiter les blessures mécaniques puis favoriser la croissance des arbres? De deux façons. Il faut sensibiliser les gens. Hein. Je pense que les gens, souvent, et c'était un peu ça le but de ma présentation, là, vous avez vu, j'ai passé beaucoup de temps à parler des arbres pour essayer de vous démontrer qu'un arbre, c'est un être vivant. Hein. Puis c'est un être qui est sensible, même s'il est très résilient, c'est un être qui est sensible. Il faut savoir que la partie vivante de l'arbre et le cambium qui est juste en dessous de l'écorce, c'est qu'il y a des arbres qui ont une écorce très, très mince et que, juste, comme je disais, juste le fait d'attacher un vélo sur un arbre peut blesser un arbre. Donc, je pense que c'est de sensibiliser les gens, de peut-être mieux protéger nos arbres aussi en mettant peut-être des clôtures. Si vous allez dans des villes européennes, là, dans les centres-villes, les arbres sont vraiment barricadés, hein, plus ou moins.
pour les protéger contre les humains. Dans des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire ça. Mais je dirais, c'est de sensibiliser les gens que c'est un être vivant, c'est un organisme qui fournit des services qui sont très, très importants et qu'il faut vraiment y faire attention. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Merci Puis beaucoup, Bruno, Bruno. juste te dire que, bon, on a des projets à Gatineau. Là, je pense à mon collègue Sylvain Delagrange, des projets à Gatineau. Et il y a toute une stratégie là, de planter des arbres à Gatineau. Donc, le projet qu'on fait à Ripon va se répéter aussi à Gatineau. Évidemment, Gatineau est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus d'efforts à faire, mais il y a plus de moyens aussi. Mais c'est vraiment une chose qu'on veut répéter. D'ailleurs, il y a une question ici que je voyais. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui utilisent SilCity? Oui, de plus en plus. On a des projets, par exemple, avec la ville de Varennes, Boucherville, Saint-Lambert qui s'intéressent. Il y a Outremont qui s'intéresse à ça. Donc, je pense que c'est un outil qui va être de plus en plus utilisé pour la planification de la plantation d'arbres de façon à maximiser la résilience du couvert arboré en ville. Et oui, ça va être utilisé de plus en plus. Il y avait aussi une autre question qui était, est-ce que c'était possible d'avoir une copie de l'étude d'EcoTour? Puis oui, je vais vous mettre le lien. Je sais qu'il y a Fanny Moore qui a mis un lien vers Google Drive, mais sur la page du projet, sur le site de l'ISFAR, je vais le mettre dans le chat à l'instant. Benoît, on devrait dire que chaque personne qui copie l'étude doit planter un arbre. Moi, je pense que je dirais ça là, comme... Qui télécharge l'étude, tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Hein? On devrait dire, vous vous engagez à planter un arbre et on va vous dire quel arbre, quelle espèce planter. Juste une idée comme ça, là. Sinon, juste une autre petite question qui est dans le chat. On demande est-ce qu'on peut dire que le centre-ville, c'est genre juste le village de Ripon? Effectivement, pour l'instant, moi, j'appellerais ça peut-être plus centre-village que centre-ville. Oui, mais je comprends là, la frustration des Riponais qui ne sont pas au centre-ville. Mais évidemment, on a commencé au centre-ville parce que c'est là qu'on a peut-être le plus d'impact, où la proportion de gens est la plus élevée. Mais ne vous inquiétez pas, s'il y a un intérêt à l'extérieur de Ripon, on va répondre à la demande. Et je sais que pour l'avoir rencontré, les élus là, de Ripon sont très sensibles à ça aussi. Et je pense qu'on va faire un effort pour essayer de satisfaire tout le monde. Mais je pense que ça fait quand même un certain sens d'aller là où il y a la plus grande concentration de citoyens. Et juste préciser, il y a beaucoup de projets en cours avec la municipalité, puis on veut profiter de ce projet de plantation d'arbres pour venir aider à fournir des projets de développement dans le village. Il y a des projets de refaire le parc municipal et donc on va pouvoir aider à replanter. Où tu as pris ça, la crème solaire, Gabriel? Oh, il y a quelqu'un qui... Et donc, tu sais, comme il y a à côté de la coopérative, du marché, il y a beaucoup d'espace, tu sais, qui manque de verdure. Fait qu'on veut rentrer en contact avec les gens de la coop. Et donc, rapidement, là, augmenter là, les superficies là, en collaboration avec la municipalité. Sinon, j'avais une autre question dans le chat avant d'aller vers Nicolas Wagner. Comment réagissez-vous face aux plantations, par exemple, de pin rouge? Il y en a quand même beaucoup dans la région. Bien, ouais, ça, c'est une question, aussi une question très importante. Juste vous dire que je viens juste de soumettre un article avec environ une soixantaine de chercheurs au niveau mondial qui essayent de convaincre les grandes organisations qui plantent des arbres de ne pas planter des plantations d'une espèce, mais de planter des plantations de plusieurs espèces. Et ça, je pense que ça va devenir très, très important là, avec les menaces, parce que tout ce que j'ai discuté au niveau des arbres en ville s'applique même dans nos arbres en milieu naturel ou les arbres en plantation. Et, évidemment, des plantations d'une espèce, pour moi, ça n'a plus sa place aujourd'hui dans la nouvelle foresterie qu'on veut faire. Évidemment, il y en a beaucoup de vieilles plantations de pin rouge. On doit vivre avec ces plantations-là. Mais on devrait encourager de plus en plus, quand on fait des plantations, de planter plusieurs espèces. Excellent.
Une autre question du chat avant, Nicolas, juste pour essayer d'en passer, il y en a beaucoup qui apparaissent. Vous avez parlé de 25 espèces en danger dans les 30 prochaines années. Ne devrions-nous pas abandonner tout de suite ou du moins minimiser la plantation de ces espèces? Oui, ça, c'est une très, très, très bonne question. Qui pose cette question-là? C'est Simon Ouimet. Oui, j'avoue que je me pose souvent cette question-là. C'est des menaces. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se produire, ces menaces-là. Et une des approches qu'on prend, vous l'avez vu, si par exemple, de cette liste-là, il y a seulement un insecte ou une maladie qui risque d'arriver dans les 30 prochaines années, peut-être que si c'est une espèce qui est rare et qui est importante, on peut la planter, mais si pour la même espèce, il y a 4 ou 5 menaces, peut-être que ce n'est pas une espèce qu'on devrait planter tout à fait. Donc, il faut essayer de faire un choix comme ça. Mais c'est une très bonne question et je trouve ça très triste de voir cette situation-là. Peut-être vous dire qu'il y a une étude en Europe qui est sortie il y a quelques années qui suggère qu'environ 50 des espèces d'arbres européennes sont menacées d'être fortement endommagées dans les 40 prochaines années par toutes sortes de problématiques climatiques, insectes, maladies. Et je pense qu'on a un peu la même situation au Québec. Donc, on risque d'avoir à peu près la moitié de nos espèces d'arbres qui vont être fortement endommagées. Mais les arbres qu'on plante en milieu urbain, c'est peut-être possible de planter des espèces autres que des espèces indigènes et à ce moment-là, d'avoir une plus grande diversité, un plus grand choix quand on plante en milieu urbain. Mais la question est très bonne. Je pense qu'on doit éviter des espèces qui sont menacées par plusieurs insectes et maladies. On ne devrait pas les planter. Vous avez entièrement raison. Nicolas Wagner. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. J'ai bien compris l'idée de diversité fonctionnelle. Je trouve ça vraiment charmant et génial pour un village comme mon village de Ripon. Ma question maintenant, là, comme vous disiez, vous êtes aussi là, dans les dans les villes entourant Montréal et même à Montréal, plus spécifiquement comme dans des secteurs comme Outremont. Je me posais juste la question, avant même d'entrer dans la diversité fonctionnelle en ville, ce que je trouve difficile à voir, en fait, c'est des arbres qui ne peuvent tout simplement pas pousser. Autrement dit, leur chance de survie est très minime. À Outremont, il y a d'immenses arbres magnifiques, mais une fois que ces arbres-là centenaires disparaissent, il est très difficile de voir une régénération, en fait, là, soutenable. Autrement dit, on va planter des petits arbres qui ont l'air d'être des chicots au milieu d'une île déserte bétonnée, mais il n'y a vraiment aucune chance, à mon impression, de survie. Donc, à Ripon, ce que je comprends, c'est que comme il y a quand même de l'espace entre les maisons, il y a moins de béton, j'imagine que le projet, et c'est super, va bien fonctionner. Mais comment est-ce que c'est possible de reproduire ou enfin d'améliorer, d'augmenter la canopée en milieu urbain lorsque tout est bétonné et que les arbres, en fait, ont énormément de misère à s'enraciner à long terme dans leur milieu? Bien, c'est sûr que si on prend une grande ville comme Montréal ou même Gatineau, il y a des quartiers qui sont très bétonnés. Je dirais que depuis quelques années, les gens là, qui planifient la plantation d'arbres sont très au courant de ça, ce qu'on appelle les fosses. Il y a eu même un projet, là, il y a environ une dizaine d'années, sur la rue Sainte-Catherine, d'augmenter les fosses parce qu'on s'est aperçu que les fosses n'étaient pas assez grandes, il n'y avait pas assez de sol pour satisfaire la croissance d'un arbre et qu'après 5 à 6 ans, les arbres crevaient parce qu'ils avaient atteint une taille maximale. Donc, on a augmenté les fosses. Mais évidemment, il y a des endroits où c'est plus difficile. Mais je dirais que la grande majorité d'une ville comme Montréal, il y a des endroits, il y a beaucoup d'endroits où on peut planter des arbres et qu'il n'y a pas de problème là, d'espace. Je pense aux zones industrielles, par exemple. Plusieurs quartiers comme Rosemont, où il y a quand même beaucoup d'espace. Il y a des gros arbres, il y a de l'espace pour des arbres pour se développer. Donc, je pense que c'est possible de développer ça. Et je travaille beaucoup avec Hydro-Québec. Il y a aussi toute cette idée-là de recommencer à planter des arbres de haute dimension sous les fils électriques en essayant de les tailler plus tôt pour avoir une meilleure forme, là, pour ne pas avoir à faire des tailles très importantes qui endommagent autant la santé que l'aspect visuel.
Donc, il y a vraiment un effort là, pour essayer de permettre la plantation d'arbres de haute dimension, de grande dimension, un peu partout dans les centres-villes, mais c'est vrai qu'il y a des endroits, c'est plus limité, où on va peut-être jamais pouvoir planter des arbres de haute dimension. Et ça, je pense qu'on doit vivre avec ça, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'endroits où on peut améliorer la situation. Merci. On a une autre question de Émilie Sabourin. Est-ce que vous allez planter aussi des arbustes qui pourraient, par exemple, aider les oiseaux? Exemple, sureau, amelanchier, pimbina. Oui, oui. En fait, j'aime beaucoup l'idée, et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'aime beaucoup l'idée de planter des communautés au lieu de planter juste un individu. Hein. J'en ai parlé, l'arbre est un être social, il a évolué en communauté. Et donc, si on pouvait planter des arbres de haute dimension avec des arbustes autour, je pense qu'on pourrait créer un genre de communauté qui serait intéressante, qui pourrait satisfaire évidemment les besoins humains, mais aussi, c'est vrai, pour les petits les oiseaux, les petits mammifères, etc. Je pense que c'est une très bonne idée. Et c'est quelque chose qui se développe un peu partout là, dans les villes, de créer des genres d'îlots de verdure avec pas seulement des arbustes, des herbacées, des arbustes, des arbres. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit développer. Merci. Une autre question de Simon Ouimet. Bonjour, je travaille avec ArboPlus. Nous travaillons en arboriculture avec un gros volet de vulgarisation. Nous avons un site. Dans le fond, c'est à moi directement le message. Désolé. Je viens de réaliser. Fait que je vais rentrer en contact avec Simon Ouimet pour ça. Et sinon, on a Romain Trégaro qui pose une. J'imagine c'est Trégaro, j'ai juste vu Romain T. Pourquoi favoriser en milieu urbain une approche par trait fonctionnel plutôt qu'une approche par service écosystémique? Ah, ça, c'est une excellente question et je ne l'ai pas mentionné. D'ailleurs, j'ai enlevé, mais j'avais quelques diapos qui parlaient de l'outil SilCity parce que dans la sélection des arbres à planter, on vise une maximisation de la diversité fonctionnelle, mais après ça, on peut faire des choix de quel service écosystémique on veut privilégier. Et à ce moment-là, à l'intérieur d'un certain groupe fonctionnel, par exemple, si vous êtes dans un quartier où les îlots de chaleur est la problématique principale, on peut choisir des espèces qui vont avoir un effet particulièrement important de diminuer les îlots de chaleur. Donc, c'est possible, je dirais, de combiner les deux aspects, là, très fonctionnel et service écosystémique, bien que, et là, je peux argumenter avec Romain, mais ma priorité, c'est la diversité fonctionnelle pour s'assurer qu'on va maintenir un couvert forestier à cause des menaces. Parce que si on n'a pas d'arbres, il n'y a pas de service. Mais après avoir déterminé c'est quoi les besoins au niveau de la diversité fonctionnelle, on a plusieurs espèces d'arbres qu'on peut choisir et à ce moment-là, commencer à aussi utiliser une approche par service écosystémique. Donc, je pense qu'on peut combiner les deux. Merci pour la question. Merci, Christian. Juste mentionner pour ceux qui étaient intéressés là, au crédit de formation pour la SIAC, j'ai mis dans le chat là, le code à utiliser. Donc, c'est ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez toujours me recontacter par la suite. Là, je pourrais vous le faire parvenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense avoir toutes mentionné les questions du chat. Je ne sais pas s'il y en a que j'ai manqué. Moi, je vais finir en disant que c'était des très bonnes questions. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Benoît ou moi. Et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et je répète, si vous êtes un citoyen de Ripon et que vous voulez qu'on plante des arbres sur votre terrain, vous pouvez remplir un formulaire. C'est bien ça, Benoît? Oui. Et on va vous contacter, puis on va discuter avec vous quel serait le meilleur arbre à planter en fonction de ce besoin de diversité fonctionnelle et aussi de vos besoins particuliers en termes de peut-être services écosystémiques ou autres. Je pense qu'il y a de la place là, pour choisir un arbre qui va rejoindre nos besoins de diversification et vos besoins en particulier. Excellent. Bien, un gros merci, Christian, encore pour ta présentation. Et vive la diversité, là, je vois un message. Oui, tout à fait, c'est la clé. Merci beaucoup, tout le monde.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Puis, n'oubliez pas le reste de la programmation du colloque de l'e-sport qui a lieu toute la semaine. Vous pouvez venir participer là, en partie ou dans l'ensemble. Vous pouvez trouver là, sur le site web de l'e-sport la programmation puis comment vous inscrire pour les autres activités du colloque. Donc, un gros merci à tout le monde. Puis, je vous souhaite une belle fin de soirée puis une bonne fin de temps des sucres. Merci, Benoît.